Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Minion de Hack the Box. Il s'agit d'une machine très complexe à résoudre, disposant de son petit lot de phases CTF. Dans un premier temps, nous allons démarrer notre analyse par un petit scan de ports. Ici nous n'avons aucun résultat, mais par défaut Nmap ne scanne que les 1000 ports les plus communs. Nous allons donc réexécuter la commande, cette fois-ci avec l'option "-p" qui permet de scanner l'intégralité des ports. Suite à ce scan, nous pouvons constater qu'il existe un seul port ouvert, le 62 696. En exécutant un troisième scan, cette fois-ci avec l'option "-sv" de Nmap, nous pouvons constater qu'il semble héberger un service web. Nous allons donc ouvrir notre navigateur et tenter d'accéder au service. Au-delà d'une image des fameux héros du film produit par Illumination, le site ne présente pas de fonctionnalités apparentes. Nous allons donc retourner sur notre terminal et effectuer une découverte de répertoire à l'aide de GoBuster. Notez que s'agissant d'une machine Windows, nous allons également ajouter l'option "-x" avec les extensions ASP et ASPX afin de faire une découverte de fichiers. Après quelques secondes de scan, nous pouvons voir apparaître test.asp ainsi que le répertoire backend. Nous allons donc retourner sur notre navigateur afin d'inspecter le contenu de test.asp. Une fois la page chargée, celle-ci nous indique qu'il manque le paramètre U. Nous allons donc ajouter celui-ci avec une variable aléatoire. Malheureusement pour nous, le serveur nous renvoie une erreur 500. Le paramètre attendant potentiellement une URL, nous allons tenter une SSRF ou Server Side Request Forgery et spécifier l'adresse locale de la machine. Cette fois-ci, c'est la bonne, nous avons accès au port 80 exposé uniquement sur la machine elle-même. Par ailleurs, si l'on inspecte les options, la fonctionnalité System Commands semble intéressante. En regardant le code source de la page, nous pouvons constater que celle-ci nous redirige vers cmd.aspx. Nous allons donc modifier notre SSRF en conséquence. Dans le cas présent, la page semble nous offrir la possibilité d'exécuter des commandes sur le système. Par ailleurs, le code source de la page nous indique le paramètre à utiliser, ici xcmd. Maintenant, voyons voir où cette découverte nous mène. Commençons par exécuter la commande dir. Malheureusement pour nous, la fonctionnalité n'offre pas la sortie de la commande, si ce n'est un résultat qui représente probablement le statut d'exécution. En effet, si l'on exécute une commande inexistante, le statut est à 1. Bien, prenons une approche alternative. Ici, nous allons retourner sur notre terminal et exécuter la commande tcpdump afin de capturer les paquets ICMP. Par la suite, nous allons retourner sur notre navigateur et spécifier une commande ping vers notre machine. Si nous obtenons un résultat, cela veut dire que nous avons bien l'exécution de la commande. Notez qu'après quelques secondes, le statut passe à 0 et que si l'on inspecte notre terminal, nous avons des requêtes ICMP entrantes en provenance de la machine. Ici, notre commande est bel et bien exécutée, il ne reste plus qu'à transformer notre preuve de concept en porte dérobée. Cependant, il y a un hic. En effet, les connexions sortantes de la machine sont restreintes. Si l'on démarre un serveur web à l'aide de Python et que l'on tente d'effectuer une requête web à l'aide de PowerShell via notre SSRF, cela ne fonctionnera pas. L'idée est donc de faire usage d'ICMP pour notre backdoor. Ici, il y a beaucoup de solutions afin d'exécuter une porte dérobée via ICMP, mais je trouve que le morceau de code Python développé par un autre challenger, Hack the Box, était particulièrement malin. Nous allons donc télécharger celui-ci sur notre machine. Suite à cela, nous allons l'ouvrir et y apporter quelques modifications. La chose à faire ici est de modifier l'adresse IP présente dans la variable cmd_payload avec celle de notre VPN. Ici, le script est aussi simple qu'élégant. Du côté de la victime, la commande est exécutée sur le système, puis le résultat de celle-ci sera divisé et encapsulé dans plusieurs paquets ICMP. Par la suite, de notre côté, via l'usage de la librairie Scapy, nous allons extraire les informations des paquets ICMP et les reconstituer afin d'obtenir le résultat de la commande. Simple, mais efficace. Une fois notre modification sauvegardée, il suffit d'exécuter le script à l'aide de Python. Une fois notre shell obtenue, nous pouvons constater que nous exécutons nos commandes en tant que default app pool. Et si l'on consulte la liste des utilisateurs, nous pouvons voir apparaître l'utilisateur decoder.minion. Notez que nous ne pouvons pas encore lire le flag utilisateur.
Après un peu de recherche, il est possible de constater la présence d'un répertoire inhabituel à la racine du disque, sysadm scripts. Si l'on inspecte le contenu de celui-ci, nous pouvons voir deux fichiers, un script PowerShell nommé C et un fichier batch nommé del-logs. Le contenu de del_logs.bat n'est autre que l'enregistrement de la date de début et de fin dans le fichier log.txt de l'exécution du script c.ps1 disposant du paramètre accesslog. Quant au contenu du fichier c.ps1, celui-ci est une simple boucle supprimant les fichiers datant de plus d'une journée dans le répertoire spécifié en paramètres. Jusque-là, rien de bien intéressant, si ce n'est la date de création du fichier log.txt via le script batch vu précédemment. En effet, celui-ci vient d'être créé. Si l'on attend quelques minutes et que l'on réexécute la commande ls sur le fichier log.txt, nous pouvons constater une différence de 5 minutes indiquant qu'une tâche automatisée a exécuté le fichier del_logs.bat. Ce genre de situation n'étant généralement pas dû au hasard, nous allons inspecter les droits appliqués au script présent dans sysadm scripts. Ici, nous disposons des droits d'écriture sur le fichier c.ps1. Il est donc facile pour nous de modifier celui-ci et de voir s'il est possible de lire le flag utilisateur. Pour commencer, nous allons exécuter la commande dir sur le bureau de decoder.minion et rediriger la sortie de la commande dans Programme Data. Après quelques minutes d'attente, nous pouvons voir le fichier user.txt ainsi que l'archive backup.zip. Par la suite, nous allons une nouvelle fois modifier le fichier C afin d'exécuter une commande copy dans l'optique de récupérer les fichiers présents sur le bureau de decoder.minion. Après 5 minutes d'attente, nous pouvons voir apparaître le fichier user.txt dans le répertoire Programme Data et venir lire son contenu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à élever nos privilèges. Cependant, je vais vous faire gagner du temps. En effet, ici, nous entrons dans une petite phase CTF. Le fichier backup.zip est un leurre. En effet, la solution réside dans le contenant plutôt que le contenu. Nous avons déjà abordé le sujet par le passé et il s'agit des ADS, ou Alternate Data Streams. En effet, si l'on exécute la commande getItem avec le paramètre stream, il est possible de voir un ADS sur le fichier backup.zip. Il ne nous reste plus qu'à lire le fichier pass via la commande getContent et d'obtenir son contenu. Ce dernier s'apparentant à un hash, nous allons retourner sur notre navigateur et faire usage du site CrackStation afin de voir si nous obtenons quelque chose. Ici, nous obtenons un résultat. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tester celui-ci avec le compte administrator. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande netuse et monter le disque C afin de tenter de lire le flag root. Malheureusement pour nous, le contenu du flag root indique qu'il est nécessaire d'exécuter root.exe afin de pouvoir obtenir notre Graal. Notre shell actuel limitant nos mouvements, nous allons donc télécharger celui-ci sur notre machine afin de l'analyser localement. Le fichier ayant été copié sur le serveur web, nous devrions donc être en mesure de le télécharger. Une fois le fichier obtenu, nous allons le décompiler à l'aide de Ghidra et voir s'il est possible d'obtenir le flag root localement. Une fois notre fichier décompilé, nous allons nous intéresser à la fonction main et particulièrement la fonction encrypt-decrypt. Celle-ci semble prendre plusieurs paramètres dont l'un d'entre eux semble être de l'ASCII. Nous allons donc l'analyser. En y regardant de plus près, celle-ci fait uniquement usage du premier paramètre. Celui-ci se voit notamment appliquer une transformation relativement simple sur chaque caractère, une addition avec 3. Si l'on retourne sur la fonction main, nous pouvons également voir un appel à la fonction printf qui vient ajouter le caractère 1. Avec toutes ces informations, il ne nous reste plus qu'à exécuter un shell Python et faire quelques opérations. Dans un premier temps, nous allons spécifier la variable découverte dans le code. Par la suite, nous allons appliquer une opération d'addition avec +3 sur chaque caractère. À la fin de celle-ci, nous allons également ajouter la variable +1 qui correspond au printf que nous avons vu dans le code. La valeur obtenue correspond au flag root permettant de résoudre la machine.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.